Bonjour à toutes, bonjour à tous, chers étudiants, chers apprenants, bonjour. Dans cette vidéo, concernant le deuxième TD de la partie système d'information, dans cette série d'exercices, là, on va entamer la modélisation conceptuelle. En ce qui concerne l'objectif de ce TD, l'acquisition des techniques et compétences de modélisation conceptuelle par la détermination des dépendances fonctionnelles entre les données, la construction du graphe de dépendance fonctionnelle, GDF, et la transformation d'un GDF en MCD. En ce qui concerne la structure de ce TD, elle est aussi divisée en 4 exercices. Dans le premier exercice, toujours un petit rappel sur des questions du cours. Le deuxième exercice, on va voir les notions de dépendance fonctionnelle. Dans l'exercice 3, on va voir le passage des dépendances fonctionnelles en GDF. Et le dernier exercice, ça concerne l'ensemble des concepts vus jusqu'à maintenant, à savoir l'élaboration d'un dictionnaire de données, la construction du graphe de dépendance fonctionnelle et la transformation du graphe en MCD. Voilà, donc on va commencer le premier exercice concernant les questions du cours. Alors, la première question, c'est quelles sont les étapes à suivre pour élaborer un MCD? Afin d'élaborer et concevoir un modèle conceptuel de données, il faut suivre un ensemble d'étapes. La première étape, c'est le recueil des informations, c'est collecter les informations, c'est rassembler les informations en relation avec le sujet à traiter, ou bien le système d'informations à développer. Déjà, le recueil des informations se fait selon différentes méthodes et sur différents niveaux. On peut faire recours aux documents papier, aux documents numériques, aux fichiers, des fiches qu'on trouve au sein de l'organisation, des règlements, etc. L'essentiel, c'est rassembler et collecter l'ensemble des informations, soit provenant des systèmes adjacents ou bien l'environnement externe. Une fois qu'on a collecté les informations, on va les dresser dans un dictionnaire, donc c'est un dictionnaire de données. Un dictionnaire de données, c'est tout simplement un document dans lequel on classe et on recense l'ensemble des données collectées. Sous forme d'un tableau avec 6 colonnes, c'est déjà vu. On trouve comme colonne le champ, la description, la nature, le type, la taille et la remarque ou bien l'observation. Une fois on a collecté les informations, on a dressé l'ensemble des informations dans un dictionnaire de données. L'étape suivante, c'est l'épuration dictionnaire. Qu'est-ce qu'on signifie par l'épuration dictionnaire? C'est finaliser le dictionnaire, c'est-à-dire éliminer les informations indésirables, éliminer les informations redondantes, etc. Juste après, on passe à déterminer les dépendances fonctionnelles. La détermination des dépendances fonctionnelles permet de mettre l'accent sur les liens et les dépendances entre les données. Cette phase permet de déterminer la nature des liens entre les différentes données. La dernière étape est l'élaboration MCD en se basant sur les différentes étapes précédentes. On peut même ajouter une dernière phase concernant la validation ou la normalisation MCD afin de le bien préparer aux étapes suivantes. Grosso modo, les 5 étapes à suivre pour élaborer un MCD sont collecter les informations, dresser les informations collectées dans un dictionnaire de données, épurer le dictionnaire de données par l'élimination des informations indésirables, les informations redondantes. On peut même détailler l'élimination de données ou bien des informations indésirables. Se fait selon 3 niveaux. On va éliminer ce qu'on appelle les synonymes, on va préciser les polysèmes et on va écarter les données calculées. On va voir tout ça au fur et à mesure des exercices. La quatrième étape, c'est la détermination des dépendances fonctionnelles et à la lumière de cette phase, on peut élaborer notre MCD. En ce qui concerne la deuxième question, une dépendance fonctionnelle, c'est quoi? Et quelles sont ses propriétés? On va voir, premièrement, c'est quoi une dépendance fonctionnelle avant de voir les propriétés. Une dépendance fonctionnelle, c'est tout simplement un lien entre deux données ou groupes de données. Autrement dit,
On note que A, une flèche, B, c'est-à-dire A détermine B, ou bien B est en dépendance fonctionnelle avec A. Alors, sans oublier que dans une dépendance fonctionnelle, alors on distingue deux parties. La partie à gauche, c'est ce qu'on appelle une source, et la partie à droite, c'est la cible. Alors, on peut dire que pour une valeur source, on peut déterminer une valeur cible. Alors, on a plusieurs méthodes pour lire une dépendance fonctionnelle. On peut dire que A, tout simplement A, détermine B. Ou bien B en dépendance fonctionnelle avec A. Ou bien, pour toute valeur de A, il correspond une seule valeur de B. Alors, pour mieux comprendre, on va voir un exemple. Par exemple, on a la dépendance fonctionnelle matricule détermine la marque. Alors, comment lire cette dépendance fonctionnelle? C'est-à-dire, à chaque valeur de matricule, il correspond une seule valeur de marque. Un exemple plus concret pour mieux comprendre. Par exemple, si je connais matricule 1, 2, 3, 4, 5 à 33. Un exemple d'un matricule. Si je connais le matricule suivant, alors je peux déterminer la marque. Par exemple, Ford. Ou bien je peux déterminer le modèle, Fiesta. Je peux déterminer le nombre de chevaux. Je peux déterminer le nombre de roues, etc., etc. La question qui se pose maintenant, est-ce qu'une dépendance fonctionnelle est valide dans les deux sens? C'est-à-dire, si A détermine B, est-ce que l'inverse est encore valide? C'est-à-dire, est-ce que B détermine A? On part de l'exemple. Alors, si matricule détermine la marque, est-ce que la marque peut déterminer le matricule? C'est-à-dire, est-ce qu'à chaque valeur de marque, il correspond une seule valeur de matricule? Bien sûr que non. Donc, la dépendance fonctionnelle, s'il est valide dans un sens, cela ne signifie pas que l'inverse est aussi valide. Alors voilà, c'est ce qui concerne la dépendance fonctionnelle. Alors maintenant, on va voir quelles sont ses propriétés. Alors lorsqu'on parle de propriétés de dépendance fonctionnelle, alors on parle principalement de deux fonctionnalités majeures. Alors on parle de l'union et la transitivité. Alors on va essayer de voir chaque propriété à part. Alors l'union, alors c'est simple, on peut dire si A détermine B et A détermine C, alors on peut noter par union que A détermine B et C. Exemple, code étudiant détermine le nom, code étudiant détermine le prénom. Donc on peut déduire par union que code étudiant détermine le nom et le prénom. Voilà, c'est la propriété union. Alors en ce qui concerne la deuxième propriété, c'est la transitivité. Alors quand est-ce qu'on parle de transitivité? Alors si A détermine B et B détermine C, alors on peut déduire que A détermine C. Ou bien autrement, C en dépendance fonctionnelle avec A. Exemple. Alors par exemple, un numérofilm détermine numéro réalisateur. Alors quand est-ce qu'un numérofilm détermine un numéro réalisateur? Si un film est réalisé par un seul réalisateur et un seul. C'est-à-dire, si je colle le numéro film, je peux savoir le numéro réalisateur, c'est-à-dire celui qui a réalisé le film. Deuxième, numéro réalisateur détermine nom réalisateur. Donc, je peux déduire par transitivité que numéro film détermine nom réalisateur. La troisième question, une dépendance fonctionnelle doit être élémentaire et directe. C'est-à-dire, durant la modélisation de n'importe quel système d'information, on s'intéresse aux dépendances fonctionnelles qui sont directes et élémentaires. Alors, c'est quoi une dépendance fonctionnelle élémentaire? C'est quoi une dépendance fonctionnelle directe? Et on va essayer de donner des exemples pour chaque type. Alors, on commence par une dépendance fonctionnelle élémentaire. Alors, quand est-ce qu'une dépendance fonctionnelle est élémentaire? Lorsque la totalité ou bien l'intégralité de la source
qui détermine la cible d'une dépendance fonctionnelle. Par exemple, si on a A, détermine D. Alors, A, B détermine D n'est pas élémentaire. C'est évident. Puisque c'est quoi une dépendance élémentaire? C'est lorsque la totalité de la source, ou bien l'intégralité de la source, détermine la cible. Alors, on constate que, d'après la première dépendance fonctionnelle, pour déterminer D, il suffit de savoir A. Donc, A, B détermine D n'est pas élémentaire, puisque pour savoir D, il suffit de connaître A. Un exemple pour mieux comprendre. Alors, si on a code acteur, date naissance détermine prénom acteur. Alors, est-ce que c'est une dépendance fonctionnelle élémentaire? Code acteur et date naissance détermine prénom acteur. Autrement dit, pour déterminer le prénom acteur, alors j'aurai besoin de code acteur et date naissance. Alors bien sûr que non. Alors ce n'est pas une dépendance fonctionnelle élémentaire. Alors tout simplement pourquoi? Car pour déterminer le prénom acteur, on n'a pas besoin de savoir le code acteur et aussi la date de naissance, mais uniquement code acteur. Donc code acteur détermine prénom acteur, c'est une dépendance fonctionnelle élémentaire. Un autre exemple. Code acteur détermine le rôle. Est-ce que code acteur détermine le rôle est une dépendance fonctionnelle élémentaire? Alors, code acteur, lorsqu'on parle d'un acteur, et on parle de rôle, alors on parle de le rôle d'un acteur dans un film. Et on sait que un acteur peut jouer dans plusieurs films. Donc, est-ce que c'est possible de savoir le rôle d'un acteur dans un film à partir du code acteur? Bien sûr que non. Car un acteur peut jouer dans plusieurs films des rôles qui sont différents. Donc, pour déterminer le rôle, on doit savoir le code acteur et aussi le numéro film. Alors maintenant, on parle d'une dépendance fonctionnelle élémentaire. Car c'est la totalité de la source, code acteur et numéro film qui détermine la cible, le rôle. Voilà donc une dépendance élémentaire. C'est quoi? Alors, lorsque la totalité ou bien l'intégralité de la source qui détermine la cible. Alors maintenant, on passe à voir c'est quoi une dépendance fonctionnelle directe. Alors quand est-ce qu'on parle de dépendance fonctionnelle directe? Si elle n'est pas obtenue par transitivité. C'est-à-dire, si A détermine B et B détermine C, alors la dépendance fonctionnelle entre A et B n'est pas directe, mais le résultat d'une transitivité. Exemple, numéro ouvrage détermine le nom auteur. Est-ce que le numéro ouvrage détermine le nom auteur? Sachant qu'un ouvrage est rédigé par un seul auteur et un seul. Autrement, est-ce que c'est possible de savoir le nom auteur à partir d'un numéro ouvrage? Alors, il y en a ceux qui vont dire que oui, c'est possible de savoir le nom auteur à partir du numéro ouvrage. Oui, c'est possible, mais est-ce que la dépendance fonctionnelle est directe entre ouvrage ou bien entre numéro ouvrage et nom auteur? Non, mais on passe par l'intermédiaire de numéro auteur. Donc, numéro ouvrage détermine nom auteur, ce n'est pas une dépendance fonctionnelle directe. Car on trouve une propriété intermédiaire entre numéro ouvrage et le nom auteur. C'est le numéro auteur. Donc, numéro ouvrage détermine numéro auteur, puisqu'un ouvrage est rédigé par un seul auteur et un seul, donc c'est une dépendance fonctionnelle directe. Exemple suivant. Numéro auteur détermine nom auteur. Est-ce que c'est une dépendance fonctionnelle directe? Puisqu'il n'y a pas une propriété intermédiaire entre numéro auteur et nom auteur, donc c'est une dépendance fonctionnelle directe. Numéro ouvrage détermine le titre ouvrage.
aussi, c'est une dépendance fonctionnelle directe. Donc, pour récapituler, durant la modélisation d'un système d'information, en procédant par la méthode Merise, on s'intéresse aux dépendances fonctionnelles élémentaires et directes. C'est quoi une dépendance fonctionnelle élémentaire? C'est lorsque la totalité ou bien l'intégralité de la source qui détermine la cible. Une dépendance fonctionnelle directe, c'est une dépendance fonctionnelle qui n'est pas obtenue par transitivité, ou bien A détermine B. C'est une dépendance fonctionnelle directe s'il n'y a pas une propriété intermédiaire X de manière à avoir A détermine X et X détermine. On passe au deuxième exercice dans lequel on va essayer de voir comment déterminer les dépendances fonctionnelles et transformer ces dernières en graphes de dépendance fonctionnelle. Alors on va lire l'énoncé. Alors les restaurateurs achètent des produits alimentaires. Alors en considérant que ces achats sont effectués dans le cadre de commandes, les règles de gestion suivantes ont été retenues. Alors une commande est passée par un seul restaurateur. Il concerne des produits alimentaires. Un restaurateur peut passer plusieurs commandes et un produit alimentaire peut faire partie de plusieurs commandes. Alors en retenant la liste des propriétés ci-dessous, code produit alimentaire, numéro restaurateur, numéro commande, libellé produit alimentaire. Alors libellé produit alimentaire, c'est le nom de produit alimentaire, la date commande, le nom restaurateur, prénom restaurateur, la quantité commandée et l'adresse de livraison. Alors, on vous demande de déterminer les dépendances fonctionnelles, élémentaires et directes. Comme deuxième question, déduire le GDF associé, c'est-à-dire le graphe de dépendance fonctionnelle associé. Voilà, alors on va commencer par la première question, c'est déterminer les dépendances fonctionnelles élémentaires et directes. Alors d'après l'énoncé, on va relire l'énoncé d'après les règles de gestion. Alors on a dit que des restaurateurs, ils achètent des produits alimentaires, c'est-à-dire ils passent des commandes qui contiennent des produits alimentaires. Donc une commande est passée par un seul restaurateur et il concerne des produits alimentaires. Un restaurateur peut passer plusieurs commandes et un produit alimentaire peut faire partie de plusieurs commandes. C'est bon. Alors voici la liste des propriétés ou bien des données extraites. Alors on a le code produit, numéro restaurateur, numéro commande, libellé produit. Bien sûr, on parle de produits alimentaires. Date commande, nom restaurateur, prénom restaurateur, la quantité commandée et l'adresse de livraison. Alors maintenant, on va déterminer les dépendances fonctionnelles dans notre système. Et on commence par la première dépendance fonctionnelle. Alors, code produit. Alors, code produit détermine libellé produit. C'est la première dépendance fonctionnelle. Deuxième, numéro restaurateur. Donc, à votre avis, numéro restaurateur, ça permet de déterminer quoi? Nom restaurateur et prénom restaurateur. Numéro commande. Alors, un numéro de commande, ça permet de déterminer la date commande, c'est la première des choses. Aussi, l'adresse de livraison. Alors, si je connais un numéro de commande, je peux savoir l'adresse de livraison de la commande. Numéro commande détermine numéro restaurateur. Alors pourquoi numéro commande détermine numéro restaurateur ou bien autrement dit pourquoi numéro restaurateur est en dépendance fonctionnelle avec numéro commande? Alors tout simplement car une commande est passée par un seul restaurateur et un seul. C'est-à-dire si je connais numéro de commande, je peux savoir le restaurateur qui a passé la commande. Numéro de commande et code produit détermine, bien sûr, c'est la quantité commandée. Alors, est-ce que c'est possible de savoir la quantité commandée d'un produit sans savoir le code produit et le numéro commande? C'est pas possible. Est-ce que c'est possible de savoir la quantité commandée d'un article uniquement à travers numéro de commande? Non.
Pourquoi? Car une commande peut contenir plusieurs produits. Donc on cherche la quantité commandée de quel produit. Donc il faut ajouter le code produit. Alors, est-ce que c'est possible de savoir la quantité commandée uniquement à partir de code produit? Non, c'est pas possible. Pourquoi? Car c'est possible de trouver le code produit dans plusieurs commandes. Donc, pour déterminer la quantité commandée, on s'intéresse au numéro de commande et aussi le code produit. Donc, l'ensemble des dépendances fonctionnelles citées sont des dépendances fonctionnelles élémentaires et directes. Alors maintenant, on passe à la deuxième question. C'est déduire le GDF associé. C'est-à-dire, à partir de dépendances fonctionnelles citées précédemment, tracer un graphe de dépendance fonctionnelle. Donc, c'est une opération assez simple. Voilà. Donc, le code produit détermine les produits. Numéro commande détermine la date commande, l'adresse de livraison et aussi numéro restaurateur. C'est une dépendance fonctionnelle entre deux sources, entre numéro de commande et numéro restaurateur. Numéro restaurateur à son tour détermine nom restaurateur et prénom restaurateur. Alors, à ce niveau, on parle de la concaténation de deux sources, code produit et numéro commande pour déterminer la cible, la quantité commandée. Voilà donc c'est le GDF associé aux dépendances fonctionnelles déterminées précédemment. Voilà, maintenant on passe à l'exercice numéro 3. Alors, toujours en ce qui concerne les dépendances fonctionnelles, afin de bien maîtriser la notion de dépendance fonctionnelle. Alors, on considère les dépendances fonctionnelles suivantes. Numéro machine détermine le nom machine. Aussi, détermine le type machine. Numéro machine détermine aussi la marque machine. Alors, on peut déduire par union que numéro machine, dans une seule ligne, numéro machine détermine nom machine, virgule, type machine, virgule, marque machine. Ça pose aucun problème. La même chose, numéro technicien détermine nom technicien et prénom technicien. Numéro atelier détermine l'adresse de l'atelier, surface de l'atelier, nombre de techniciens dans chaque atelier. Alors juste une remarque concernant l'adresse. Alors si on travaille, ou bien si on considère l'adresse comme étant une seule propriété non décomposée, alors on peut la considérer comme une propriété élémentaire. Si on a intérêt à faire décomposer l'adresse en numéro de la rue, le nom de la rue et la ville, il faut décomposer l'adresse en données élémentaires. Mais pour le moment, c'est pas le cas et c'est pas obligatoire. Alors, numéro technicien détermine numéro atelier. Alors, cette dépendance fonctionnelle est très importante. Alors, lorsque numéro technicien détermine numéro atelier, ça signifie que un technicien, il travaille dans un seul atelier et un seul. Car si je connais le numéro de technicien, je peux savoir le numéro de l'atelier dans lequel elle travaille. La dernière dépendance fonctionnelle, c'est une dépendance fonctionnelle dont la source est concaténée de deux propriétés. Numéro machine, numéro technicien, détermine prime. C'est-à-dire pour déterminer prime, doit savoir numéro de machine et numéro technicien. Alors les questions, bien, une seule question qui se compose de deux parties, c'est tracer le GDF associé et déduire le MCD. C'est-à-dire on va transformer les dépendances fonctionnelles suivantes en GDF. Et après, on va transformer le GDF en MCD. Alors, le GDF associé est le suivant. Numéro de machine, comme l'énoncé indique, détermine le nom, le type et la marque. Numéro technicien détermine le nom technicien, prénom technicien. Numéro de l'atelier détermine l'adresse, nombre de techniciens et la surface de l'atelier. Numéro technicien détermine numéro atelier. On a déjà dit qu'un technicien, elle travaille dans un seul atelier, un seul. Donc si je connais le numéro technicien, je peux savoir le numéro atelier. Donc il y a une dépendance fonctionnelle entre les deux sources. Aussi, on a une dépendance fonctionnelle
Dans la source est concaténé numéro machine, numéro technicien, détermine prime. Alors, la question maintenant qui se pose, c'est comment transformer le GDF en MCD. C'est ce qu'on va essayer de voir dans la deuxième partie. Alors, pour transformer un GDF, un graphe de dépendance fonctionnelle en MCD, il y a un ensemble de règles à suivre. Alors, en général, 5 règles. Alors, on va essayer de faire juste un petit rappel à ces règles avant de faire la transformation. Alors voilà, une fois on a tracé le GDF associé, alors maintenant on va déduire ou bien on va transformer le GDF en MCD en appliquant certaines règles. Alors juste, on va faire juste un petit rappel de ces règles avant de commencer la transformation. Alors, 5 règles principales permettant la transformation d'un GDF en MCD. Alors ce qu'on va essayer de faire, on va essayer de suivre les règles une par une et on va appliquer la transformation afin d'obtenir le MCD. Donc on commence par la première règle. Alors la première règle, c'est toute donnée du graphe devient une propriété. C'est-à-dire l'ensemble des données présentes sur le graphe deviennent une propriété. Deuxième règle, toute donnée source de dépendance fonctionnelle devient identifiant de l'entité. Donc, d'après le graphe de dépendance fonctionnelle, on va chercher quelles sont les données sources. Alors, on distingue 3 données sources. Numéro machine, numéro technicien et numéro atelier. Ce sont les seules données sources. Donc, la règle 3 nous dit que toute donnée source de dépendance fonctionnelle devient identifiant de l'entité. Donc, on a 3 données sources, c'est-à-dire on aura 3 entités avec les 3 identifiants. Machine avec comme identifiant numéro machine, technicien avec comme identifiant numéro technicien et atelier avec comme identifiant numéro atelier. La règle 3. Toute donnée cible de dépendance fonctionnelle et non source deviennent une propriété de l'entité dont la donnée source est identifiant. C'est-à-dire, alors on s'intéresse au niveau de la règle 3 aux données cibles non source. Exemple, par exemple, non machine, c'est une donnée cible non source. Type machine, marque machine, nom technicien, prénom technicien, nombre technicien, surface atelier, adresse atelier, ce sont tous des données cibles non source. Numéro atelier, alors c'est une donnée cible, mais en même temps, elle est source. C'est une donnée cible de numéro technicien, mais source de nombre technicien, surface atelier et adresse atelier. Alors, au niveau de cette règle, on s'intéresse aux données qui sont cibles, mais qui ne sont pas sources. Par exemple, nom machine, type machine, marque machine. Alors, ces données deviennent des propriétés de l'entité dont la source est identifiant. C'est-à-dire, si on parle de nom machine, ça devient une propriété. Une propriété de quoi? De quelle entité? De l'entité dont la source est identifiant. Donc, c'est quoi la source de nom machine? C'est numéro machine. Donc, numéro machine, c'est un identifiant. Identifiant de quoi? De l'entité machine. Donc, nom machine, ça devient une propriété de l'entité machine. Même chose pour type machine. La même chose pour marque machine. En ce qui concerne l'entité technicien, nom technicien et prénom technicien sont deux données cibles non sources. Donc nom technicien et prénom technicien. De même pour atelier. Donc ajoute nombre technicien, surface atelier et adresse atelier. C'est tout ce qui concerne la règle 3. Alors on passe maintenant à la règle 4. Une dépendance fonctionnelle entre deux données sources. C'est-à-dire, si on a un lien de dépendance fonctionnelle entre deux données sources.
Alors, on va vérifier notre graphe s'il existe une dépendance fonctionnelle entre deux sources. Voilà, donc on constate qu'il y a une dépendance fonctionnelle entre la source numéro technicien et numéro atelier. Alors, cette dépendance fonctionnelle entre deux sources, ça devient une association hiérarchique toujours non porteuse de propriété. C'est-à-dire, dépendance fonctionnelle entre technicien et atelier, ça devient quoi? Ça devient une association non porteuse de propriété. Et la suivante. Voilà, c'est la seule dépendance fonctionnelle entre deux sources. La règle 5, la présence d'une donnée concaténée entre deux données sources devient une association non hiérarchique, mais cette fois porteuse de propriété. Donc on va vérifier notre graphe, est-ce qu'il existe une donnée concaténée ou bien deux sources concaténées. Alors voilà, alors distingue numéro machine et numéro technicien. Les deux déterminent prime. Donc cette dépendance fonctionnelle, ça devient une association porteuse de propriété. La propriété, la portée c'est quoi? C'est prime. Alors ce qui reste maintenant à ajouter, ce sont les cardinalités. Donc un technicien, il est attribué à un atelier et un seul. Alors dans un seul atelier, on trouve un technicien ou bien plusieurs. Un technicien, il travaille sur une machine ou plusieurs. Et on trouve sur une machine plusieurs techniciens qui peuvent travailler. Voilà, ce sont l'ensemble des techniques et règles à suivre afin de transformer un graphe de dépendance fonctionnelle en modèle conceptuel de données. Voilà, alors on passe à l'exercice numéro 4. Alors dans cet exercice, on va essayer de voir un peu l'ensemble des techniques acquises. C'est-à-dire on va voir un dictionnaire de données, on va dresser l'ensemble des données dans un tableau. On va déduire les dépendances fonctionnelles. On va tracer un GDF de dépendance fonctionnelle. Et après, on va transformer le GDF en MC2. Alors, on va lire l'énoncé. Alors, une bibliothèque souhaite informatiser son système d'information. Alors, la bibliothèque de prix dispose d'un certain nombre d'ouvrages classés par rayon avec un identificateur et un label. Par exemple, littérature, histoire, géographie, etc. Chaque ouvrage, identifié par un code et un titre, est l'œuvre d'un ou plusieurs auteurs. C'est-à-dire plusieurs auteurs peuvent rédiger le même ouvrage. Alors chaque ouvrage identifié par un code et un titre est l'œuvre d'un ou plusieurs auteurs, avec un numéro d'ordre de chaque auteur participant à la rédaction de l'ouvrage. C'est-à-dire si on a deux auteurs, X et Y, qui participent à la rédaction d'un ouvrage, quel que soit l'ouvrage, alors on doit ajouter un numéro d'ordre pour chaque auteur. Par exemple, l'auteur X numéro 1, l'auteur Y numéro 2, si on a un autre auteur Z numéro 3, et ainsi de suite. Chaque ouvrage doit être référencé selon un certain nombre de mots-clés, classés par ordre. C'est-à-dire, si on a un ouvrage, alors il faut que chaque ouvrage doit être indexé avec ce qu'on appelle des mots-clés. Un certain nombre de mots-clés, classés par ordre. Si un ouvrage, par exemple, comprendre Mérise, et là comme mots-clés, Mérise, MCD, MLD. C'est-à-dire on va attribuer à chaque mot-clé un numéro de classement. Par exemple, Mérise, classement 1, MCD 2, MLD 3. Un auteur est désigné par son matricule, nom et prénom. L'auteur de chaque ouvrage est désigné par son matricule, le nom et le prénom. Un adhérent avec son numéro, son nom, son prénom et son email peut emprunter plusieurs livres dans des dates différentes
et la bibliothèque ne possède qu'un seul exemplaire de chaque ouvrage. C'est bon. Alors la question, bien les questions demandées, bien le travail à faire, c'est quoi? C'est construire le dictionnaire de données. Première étape. Deuxième, tracer le GDF associé. Définir le modèle conceptuel de données. Alors, on va commencer la première question afin de élaborer un dictionnaire de données. Alors, l'élaboration d'un dictionnaire de données est précédée par une phase de collecte de données. Donc, on va essayer d'extraire l'ensemble des données d'après l'énoncé afin de les dresser dans un dictionnaire de données. Alors, on va relire ensemble l'énoncé. Alors, une bibliothèque souhaite informatiser son système d'information. Donc, la bibliothèque, de près, dispose d'un certain nombre d'ouvrages classés par rayon, avec un identificateur et un label. Donc, voilà les deux informations à extraire. Les deux premières informations à extraire sont identificateur rayon et labelé rayon. Ouvrage, chaque ouvrage est identifié par un code. Le code de l'ouvrage. C'est l'information suivante. Et un titre. Le titre de l'ouvrage. Alors, chaque ouvrage est identifié par un code et un titre et l'œuvre d'un ou plusieurs auteurs, avec un numéro d'ordre de chaque auteur participant à la rédaction de l'ouvrage. On ajoute le numéro d'ordre. Chaque ouvrage doit être référencé selon un certain nombre de mots-clés. On va ajouter les mots-clés. Et bien sûr, numéro de classement de chaque mot-clé. C'est par exemple, je parle de la notion, ou bien je parle d'un ouvrage, comptabilité analytique, avec comme mot-clé comptabilité, débit, crédit, bilan. Alors ce sont 4 mots-clés, mais il faut classer les mots-clés. Par exemple, comptabilité numéro 1, débit numéro 2, crédit numéro 3, et ainsi de suite. Un auteur est désigné par son matricule. Matricule auteur. Nom auteur. Et prénom auteur. Un adhérent avec son numéro. Numéro adhérent. Nom adhérent. Prénom adhérent. Et email adhérent. Peut emprunter plusieurs livres. Alors, lorsqu'on parle de livres, ouvrages, alors c'est la même chose. C'est ce qu'on appelle les synonymes. Alors, un adhérent avec son numéro, son nom, son prénom et son email peut emprunter plusieurs livres dans des dates. Voilà une information à retenir. Date d'empreinte. Et la bibliothèque ne possède qu'un seul exemplaire de chaque ouvrage. Alors voilà, on va essayer de projeter le dictionnaire de données avec l'ensemble des propriétés. Alors, on constate qu'il y a ID, ou bien identificateur rayon. Déjà, un dictionnaire de données, c'est un tableau avec 6 champs, ou bien 6 colonnes. Le champ, la description du champ, la nature, c'est-à-dire élémentaire, calculé ou composé, le type, alphanumérique, numérique, date ou booléenne, et la taille, c'est la taille maximale prise par le champ ou bien par la propriété. Dernière colonne, ça concerne une remarque ou bien une observation à faire sur un champ ou bien une propriété. Voilà, alors la première propriété, c'est l'identificateur rayon de type élémentaire ou bien de nature élémentaire, type alphanumérique, la taille 5. Labellé aussi élémentaire alphanumérique, code ouvrage, titre ouvrage, numéro d'ordre auteur, numéro de mot-clé, le mot-clé, etc. et l'ensemble des propriétés. Alors, une fois on a dressé l'ensemble des informations dans le dictionnaire de données, alors il faut passer à l'étape suivante qui est l'opération dictionnaire. Alors, c'est quoi l'opération dictionnaire? C'est finaliser le dictionnaire, c'est-à-dire éliminer les informations indésirables. Autrement dit, c'est éliminer ce qu'on appelle les synonymes, préciser le polysème et écarter ou bien éliminer ou bien supprimer les données calculées. Alors, on va voir s'il y a ce qu'on appelle des synonymes, ou bien des polysèmes,
Alors, on distingue, il y a nom, nom. Alors, un même nom pour deux réalités différentes. Nom et nom pour nom auteur et nom adhérent. Donc, il faut préciser le nom auteur, soit par ajouter nom auteur, nom adhérent. La même chose pour prénom. Prénom auteur, prénom adhérent. En ce qui concerne l'ensemble des propriétés, elles sont valides et il n'y a pas aucun problème. Alors, une fois on a dressé l'ensemble des propriétés dans le dictionnaire de données, alors on passe maintenant à déterminer les dépendances fonctionnelles entre les différentes données. Voilà, on constate, première dépendance fonctionnelle, c'est ID, bien identificateur rayon, détermine, labellé, rayon. Numéro adhérent permet de déterminer le nom adhérent, prénom adhérent et l'email. Matricule auteur détermine le nom auteur, prénom auteur. Numéro de mot-clé détermine le mot-clé. Un code ouvrage détermine le titre. C'est l'ensemble des dépendances fonctionnelles. Maintenant, un code ouvrage détermine ID rayon. Alors, pourquoi un code d'ouvrage, il détermine ID rayon? Car un ouvrage, il appartient à un rayon et un seul. Et qu'est-ce qu'on trouve? Donc, rayon, c'est soit rayon, par exemple, soit un ouvrage de littérature, un ouvrage d'informatique, un ouvrage géographique, etc. Donc, impossible de trouver un ouvrage qui appartient à plus d'un rayon. Impossible de trouver un ouvrage qui parle de l'informatique et parle de la littérature ou bien de l'histoire géo. Maintenant, on constate une concaténation de deux sources. Numéro classement. Alors, numéro classement des mots-clés dans l'ouvrage. Est-ce que c'est possible de parler d'un numéro de classement pour un ouvrage sans parler de mots-clés? On s'intéresse à un numéro de classement d'un mot-clé dans un ouvrage. Donc, on s'intéresse à un numéro mot-clé et aussi à code ouvrage. On remarque aussi une deuxième donnée concaténée, ou bien une deuxième dépendance fonctionnelle dans la source est concaténée, code ouvrage et matricule auteur détermine numéro d'ordre. Alors d'après les règles de gestion, on a dit que un ouvrage peut être rédigé par plusieurs auteurs, à condition on attribue à chaque auteur un numéro d'ordre. On reprend. Si par exemple un ouvrage est rédigé par 2 ou 3 auteurs, auteur A, auteur B et auteur C, on attribue pour chaque auteur un numéro d'ordre. Par exemple, l'auteur A, numéro 1, l'auteur C, numéro 2, l'auteur B, numéro 3. La dernière des choses, c'est code ouvrage et numéro adhérent permet de déterminer la date empreinte. Si un adhérent veut emprunter un livre, alors c'est normal. Alors, on va savoir, pour savoir la date de l'empreinte concerne quoi? Qui a fait l'empreinte? C'est un adhérent. Et qu'est-ce qu'il a emprunté? C'est un ouvrage. Donc, pour parler de la date d'empreinte, on doit parler de numéro adhérent et aussi le code ouvrage. Donc voilà l'ensemble des dépendances fonctionnelles citées sous la forme d'un graphe de dépendance fonctionnelle qu'on va par la suite transformer en modèle conceptuel de données en respectant les règles citées précédemment, les 5 règles. Voilà, alors on trouve comme résultat le modèle suivant. Voilà, on a l'entité auteur identifié avec matricule nom auteur, prénom auteur, avec matricule comme étant un identifiant. Rayon avec deux propriétés ID, label et rayon. Mot-clé avec numéro et le mot-clé. Un ouvrage est identifié par un code et le titre de l'ouvrage. Un adhérent est désigné par numéro d'adhérent comme identifiant. Nom adhérent, prénom adhérent et l'email. Alors, en fonction des règles de gestion, alors les associations entre les entités, donc un rayon contient des ouvrages,
Un ouvrage est indexé avec des mots-clés et chaque mot-clé a un numéro de classement. Un ouvrage est rédigé par plusieurs auteurs et pour chaque auteur, on cite le numéro d'ordre. Un adhérent peut emprunter des ouvrages avec une date empreinte. Alors, ce qui reste, c'est l'ajout des cardinalités. Donc, un rayon contient un ouvrage ou plusieurs. On peut même faire un rayon contient 0 ouvrage ou plusieurs. Donc 0n ou bien 1n, ça mène vers la même chose. Car c'est possible de trouver par exemple un rayon histoire. Le rayon histoire ne contient aucun ouvrage, par exemple, jusqu'à présent. Ou bien on trouve plusieurs. Un ouvrage, elle appartient à un seul rayon et un seul. Un ouvrage est rédigé par un seul auteur ou plusieurs, et un auteur rédige un seul ouvrage ou plusieurs. Un ouvrage est indexé par un mot-clé ou plusieurs, et le mot-clé, on peut le trouver dans un seul ouvrage ou en plusieurs. Ou même, on peut faire même 0n, c'est-à-dire on peut trouver un mot qui n'existe dans aucun ouvrage, qui ne présente le mot-clé d'aucun ouvrage. La dernière des choses, c'est un adhérent peut emprunter un ouvrage ou plusieurs, et un ouvrage est emprunté par un adhérent, ou bien la troisième. Voilà, c'est la fin de ce deuxième TD. Alors, je vous donne un rendez-vous pour le troisième TD. Alors, bon courage et à la prochaine.